Merci d'être venu pour cette, je ne sais pas comment on appelle ça, conférence, entretien, discussion, avec les responsables cinéma de France Télévisions. Hein. Il y a donc les responsables des deux filiales, vous voyez, Cécile Négrier, et puis, je le cite en dernier, parce que maintenant il faut citer les femmes d'abord, mais il est quand même dans une hiérarchie au-dessus un peu, Manuel Albuy, qui est en gros le patron du cinéma à France Télévisions et aussi le patron des coproductions internationales. C'est ça, voilà. Donc il a une casquette parce qu'il ne s'occupe pas seulement de l'investissement dans le cinéma, mais aussi de la programmation. Et c'est une programmation qui est riche et variée. Il suffit que vous alliez sur le site France.tv, vous verrez qu'il y a des films qui ne sont pas à l'antenne, en linéaire, mais qui sont diffusés en non linéaire, ce qui énerve, paraît-il, une chaîne privée, cryptée, qui n'est pas contente que le public puisse avoir accès gratuitement à des œuvres. Bon, c'est ce qu'on m'a dit. Hein, bon. Mais il ne veut pas le dire parce qu'il veut être gentil avec tout le monde. Donc, je suis heureux de les recevoir. Ils vont intervenir. Après, vous pourrez leur poser toutes les questions que vous voulez, et je vais commencer par donner la parole à Manuel Albuy, donc, que vous avez dû connaître, parce qu'il a quand même été pendant longtemps le responsable cinéma de Canal+. Bonjour, merci à la SACD pour l'invitation. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, parce que j'ai une... Monte un peu. Voilà. J'ai naturellement une petite voix, donc... juste peut-être un peu présenter ce que France Télévisions essaye de faire avec le cinéma pour le grand public et pour tous les publics. Et puis après, je laisserai la parole à Valérie et Cécile pour parler plus dans le détail de nos coproductions, de nos choix de films français inédits qui sont sélectionnés et accompagnés par les deux filiales. Donc là, c'est un bon moment parce qu'on est à Cannes et depuis qu'on est partenaire, depuis que France Télévisions avec Brut est partenaire média du festival, donc c'est la 2e année, on utilise dans le bon sens du terme le festival de Cannes pour mettre en majesté la variété du cinéma que France Télé propose sur ses antennes. Hier soir, on a diffusé Antoinette et dans les Cévennes de Caroline Vignal sur France 2, qui était un film qui avait été sélectionné par le Festival de Cannes qui n'a pas eu lieu en 2020 pour cause de pandémie. Et l'âne a écrabouillé Fast and Furious qui était sur TF1, puisque le film, on a eu les audiences 1 heure avant d'arriver ici, a fait sans son replay pour l'instant 5 300 000 téléspectateurs. C'est un peu moins du double de TF1 hier soir. C'est pas le moment de faire ça. Hein. Oui, mais je le dis parce que c'est emblématique c'est vrai que France 2 fonctionne bien sur l'ensemble de ces genres de programmes, dont le cinéma, c'est une chaîne généraliste, mais avec des programmes différents de ce que les chaînes privées gratuites proposent. On est très complémentaires dans l'offre. Et l'axe de France Télévisions dans le cinéma, je reviens sur le cinéma, c'est d'essayer de travailler le plus largement possible avec la diversité. On pense que nous, pour émerger, pour que les gens comprennent et aient envie de voir des films, il faut qu'il y en ait pour tous les goûts, pas à n'importe quelle heure, pas dans n'importe quelle case, parce qu'après on a une variété de chaînes, je vais y revenir dans quelques instants, mais il faut que notre offre soit la plus diversifiée possible. Pendant ce festival de Cannes, sur France.tv, on a mis en ligne une 20aine de films gratuitement à la demande avant le festival, des grands classiques passés par le festival de Cannes comme Gilda, du cinéma cannois plus récent, quelques films qui sont passés par l'Acide, puisqu'on est ce débat a lieu dans leurs locaux, ou la quinzaine des cinéastes, donc on essaye d'être varié. Vous savez qu'on a diffusé la cérémonie d'ouverture sur France 2, que le soir ensuite sur Culture Box on a proposé en prime time, donc Culture Box c'est le canal 14 de la TNT, c'est une chaîne gratuite nationale, les Parapluies de Cherbourg, qu'on a eu hier soir donc Antoinette dans les Cévennes, mais aussi une soirée consacrée aux frères Dardenne, elle sur Culture Box, que ce soir on va proposer La Maman et la Putain en version restaurée qui était passée par Cannes Classique
il y a un an, etc., etc. Je ne vais pas tout lister, mais ça montre un peu en fait la variété du cinéma. Vendredi soir, on avait Drunk, pour vous dire qu'on va aussi sur le cinéma indépendant étranger en acquisition. Et donc Drunk a été diffusé sur France 5 avec un replay plus long que la normale. Drunk, on le laisse 30 jours sur la plateforme pour être sûr qu'il y aura un bouche à oreille numérique et que les gens auront le temps de le rattraper, puisque nous, l'objectif n'est pas l'audience maximale à un instant T, on n'a pas de pub aux horaires de grande écoute, mais c'est être sûr que les films que l'on a achetés avec l'argent public seront vus par tous les gens qui sont des contribuables par ailleurs. Voilà, donc ça c'est un peu une belle illustration de notre programmation, parce que le reste de l'année, on n'a pas concentré nos films d'auteur au moment de Cannes. Le reste de l'année, on reste dans cette ligne-là, de façon moins intense évidemment. Culture Box va reprendre du spectacle vivant dès la semaine prochaine, quand on sera plus pendant Cannes. C'est l'objectif de la chaîne. Et sur France 2 ou France 3, on a une programmation qui n'est pas tout le temps avec des films comme ceux que je viens de vous citer. Mais au total, on diffuse, je cite les chiffres de 2022, en 2023 ça sera pareil. Au total, France Télévisions, c'est 300 films sur nos chaînes linéaires par an. Donc France 2, France 3, France 5, un petit peu Culture Box. Et en plus, comme le mentionnait Pascal, on ajoute environ 200 films que l'on achète et propose uniquement sur France.tv, donc sans diffusion linéaire. L'offre sur France.tv, elle progresse en volume parce que maintenant, à peu près un tiers de ce qu'on diffuse sur les chaînes a du replay. Donc il y a encore 2 tiers qui ne l'a pas. On progresse, hein. Il y a 2 ans, il y avait 0. Donc, pourquoi ils l'ont pas? Parce qu'on diffuse du cinéma qui avait été acheté ou coproduit avant, sur les anciens modèles. Bon, par exemple, on n'a pas le replay sur des films coproduits avec certains groupes français. Mais maintenant, on va l'avoir. La saison qui démarre 2023-2024, là, dans quelques mois, sera normalement une saison avec beaucoup plus de films en replay. L'autre élément, c'est donc la diversité, c'est le premier axe éditorial. Le deuxième, c'est comment on fait comprendre et on donne envie aux gens, au grand public, que le cinéma c'est intéressant, qu'il faut continuer de le regarder, qu'on peut découvrir des œuvres. Bon. Donc nous on le fait à travers des événements. Je vous ai parlé du Festival de Cannes. Régulièrement dans l'année, on essaye de trouver des angles pour éditorialiser, c'est-à-dire mettre en lumière un film, et par son sujet, par son auteur, peu importe, pour créer des crêtes de visibilité dans l'esprit du public. Ce qui est assez rassurant, c'est qu'on est en train de réaliser en ce moment, et je touche du bois, ça va continuer, que les films abîmés par le Covid, il y a 2 ans, quand ils sont sortis en salle, après la réouverture des salles en mai 2021, sans grande notoriété parce que les entrées étaient assez catastrophiques pour tout le monde, ces films-là, un nombre significatif d'entre eux fonctionnent bien chez nous. On arrive à démultiplier les audiences. On a maintenant un nombre conséquent d'exemples où notre diffusion linéaire, je ne vous parle pas d'Antoinette et les Sévanières qui a eu une bonne carrière en salle, mais on a diffusé La Daronne, on a diffusé donc de Jean-Paul Salomé, on a diffusé Les Éblouis de Sarah Succo, qui était un film qui avait fait un peu moins de 250 000 entrées, Miss, Babysitter, dans un registre de pure comédie, je ne vais pas tous Les Apparences avec Benjamin Biolay et Karine Viard, donc des films qui étaient vraiment, c'est des jolis scores, 200 000 entrées, alors, surtout aujourd'hui on se dit c'est génial, mais France 2 espère faire 3 millions de téléspectateurs en prime time. France 3, 2 millions à 3 millions. C'est le service public, il a besoin d'être vu. France 5, on est plutôt vers 600 000 téléspectateurs. Donc vous voyez que quand vous avez des entrées en salle qui sont basses, on a forcément des questions dans les discussions avec nos programmateurs sur est-ce que le grand public a connaissance du film, sachant que grâce à cette chronologie des médias si figée, je rappelle que les films, quand ils arrivent sur la télé gratuite, ils sont passés avant, à travers toutes sortes de fenêtres.
Et donc on n'est pas du tout dans la proposition habituelle de la télé de proposer quelque chose d'inédit, de totalement inédit. Et c'est normal, hein, je ne conteste pas cet élément. Bon, donc ce qu'on a vu, c'est qu'aujourd'hui, quand on éditorialise bien, on arrive à faire venir sur des œuvres, et ça c'est bon pour les auteurs, c'est bon pour les producteurs, c'est bon pour tout le monde, beaucoup de gens, un public important, même si le film n'a pas rencontré le public qu'il voulait à sa sortie. Il y a un an, on aurait été incapable de vous dire ça, on était tous en train de se dire « Oh là là, 2023, on va diffuser le Cru 2021, le Cru sortie salle 2021, ça va être une année complexe, d'autant qu'on n'a pas, nous, de films, de blockbusters américains, de grosses machines, etc. » France Télé, sur le cinéma, tient avec le cinéma français, et dans une moindre mesure, le cinéma européen. Voilà. Donc, en gros, voilà le panorama éditorial. Il s'appuie, parce que là où on consacre le plus de temps, le plus d'argent, c'est dans le travail de mesdames, de mes collègues. Donc je vais vous laisser la parole pour expliquer peut-être la coproduction. Tu peux aussi dire que tu as lancé aussi une émission sur le cinéma, ça n'existait pas. Oui, alors depuis je peux y revenir après, mais dans l'éditorialisation, on a travaillé, on ne savait pas comment le faire, mais on a lancé une émission qui s'appelle Beau Geste. Le pitch était très simple pour les producteurs, et c'était une idée de Pierre Lescure. On veut une émission qui donne envie aux gens d'aller en salle et de regarder des films. C'est aussi simple que ça, donc c'est pas une émission de promo, elle est enregistrée à l'avance. Si vous l'avez vu, c'est pas un plateau avec des vedettes qui passent pour vendre le film dans lequel ils sont. Il y en a un petit peu, mais c'est pas ça le sujet. Ça doit être une émission de gourmandise, d'envie de cinéma dans tous les styles. On fait même parfois des sujets sur des films de TF1 ou d'M6. Enfin, c'est très éclectique. Il faudrait que tu n'en fasses plus, ils t'embêteraient moins. Bah oui, on essaie de les aider avec nos petits moyens. Donc, c'est une émission qu'on avait initialement conçue pour voir de janvier à mai. Elle devait s'arrêter là au moment du Festival de Cannes, un peu comme une rampe de lancement pour le festival. Elle est diffusée le dimanche soir après le film sur France 2. On va la reconduire dès le mois de septembre, en fait, parce qu'elle a trouvé son public. Elle touche environ 500 000 téléspectateurs, téléspectatrices chaque semaine, hors replay et avant-première, parce qu'on la met en ligne avant sa diff. Hier soir, on a fait 800 000, donc c'est une très très bonne nouvelle. Donc ça veut dire qu'elle a trouvé sa place. Elle est pas dans la critique, elle n'est pas dans la cinéphilie trop pointue, ou dans l'explication de l'histoire du cinéma. Allez, venez en salle ou regardez des films comme vous voulez, c'est quand même encore très formidable. Bon, donc on est assez content de ça. Mais par ailleurs, beaucoup d'autres émissions traitent du cinéma. Là, sur le Festival de Cannes, on a descendu C'est à vous pour cette deuxième partie. Vous pouvez le regarder tous les soirs en direct. C'est le gros plateau qui est sur le quai Pantiero. Le JT de France 2 et de France 3, les deux sont venus parler du Festival de Cannes sur place. Télématin vient demain, donc si vous sortez tard, restez jusqu'à 6h et vous verrez, il y a Télématin enregistré en direct. Je ne sais pas s'ils auront beaucoup de public, mais ça sera là. On a fait une grande librairie, on a fait un C'est ce soir sur le Festival de Cannes à plus de réalisatrices, mais est-il pour autant féministe? Ça, c'était jeudi dernier. Je ne sais pas si vous l'avez vu, cette émission en replay. Il y avait Thierry Frémaux. C'était une émission complexe. Sur son vélo? Non, c'était avant l'épisode du vélo. Voilà, donc toutes les émissions, je veux dire juste par là, c'est que toutes les émissions de France Télé ont joué le jeu d'accompagner chacune avec son ADN et son parti pris ce qu'on fait à Cannes. Et ça, c'est très bien. C'est un peu nos Jeux Olympiques du cinéma pendant 12 jours. Voilà. Non, mais bravo en tout cas, parce que je vous dis, sur la coproduction, tout a toujours bien fonctionné, mais sur la programmation, depuis que tu es arrivé, il y a quand même un changement visible et le cinéma est redevenu un des axes phares de France Télévisions. Avec, si vous n'y allez pas, allez-y, sur la plateforme, vous avez énormément de choses. Et puis on peut le voir tranquillement, sans être... Alors, je sais que tu veux garder ton audience le soir, mais on peut le voir tranquillement sans être dépendant des horaires. Et honnêtement, le cinéma était un peu hors des copros, du financement, un peu parent pauvre. Et puis là, maintenant, c'est devenu c'est un travail d'équipe. En fait, il y a un axe qui le cinéma pour France Télévisions, ça permet
enfin, c'est le programme, c'est le genre le plus culturel avec le spectacle vivant. Ce sont les deux. Donc c'est là où on peut marquer la différence et c'est là où on peut créer dans l'esprit du public un attachement. Les gens qui découvrent des films sur une chaîne gratuite, on espère qu'ils sont marqués par cette découverte. Et qu'on n'est pas en train de leur servir un yaourt ou une salade indifférenciée où ils auront oublié, où ils ont regardé la chose. L'offre de France.tv, elle est construite avec un tiers pour les cinéphiles pointus, un tiers pour le grand public du cinéma divertissant et un tiers du cinéma de genre où on essaye, c'est là où on est le plus fragile, d'essayer d'attraper un public un peu plus jeune sur le terrain de l'action, du fantastique, de l'horreur, etc. Voilà, et donc c'est un peu cet équilibre. Bon là, au moment de Cannes, si vous allez sur France.tv, c'est très très cannois quand même. Mais en octobre dernier, on a fait un cycle Halloween avec 20 films d'horreur. C'était un peu inattendu. Carpenter. Ouais. On a fait un cycle sur l'animation japonaise, la Japanime, on l'a fait déjà 2 fois. Donc on peut se servir du numérique comme un outil de diversité en termes de diffusion. Non, mais ce qui a changé, Manuel, c'est quand même... il y a encore, je ne sais plus combien de temps, 2-3 ans, il n'y avait aucun rattrapage des films de cinéma. Le cinéma n'existait pas sur la plateforme. Il faut avoir du sport, des documentaires, de la fiction, beaucoup bien sûr, mais pas du tout de cinéma. Donc ça, en fait, ça appauvrissait complètement l'offre cinématographique du groupe, surtout au moment où maintenant tout le monde doit aller sur les plateformes. Bon. Et là, franchement, moi je dis chapeau à toute l'équipe parce que le cinéma est revenu quand même très central par rapport à France Télévisions. Les copros. Valérie. Tu veux qu'on parle donc Oui, parler des copros maintenant. Oui, tout à fait. Alors, on est dans la droite ligne en termes d'éditorial de ce que Manuel vient de vous raconter, bien sûr, alors savoir la diversité, des choses diverses, un spectre large en ce qui concerne France 2 et même Cécile d'ailleurs. Donc France 2 Cinéma, c'est 37 millions d'euros, voilà, pour les grandes lignes, bien sûr, avec un tiers de films consacrés aux réalisatrices, un tiers consacré à la diversité au sens large, j'entends. Et puis une trentaine de films par an. Voilà. Ça c'est pour les grandes lignes. Des premiers films, sans pour autant être encadrés par un chiffre, par un quota. Des premiers et seconds films. Excusez-moi. Oui. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez parler un peu plus fort parce qu'on entend. Bon. J'en étais où Premier film. Voilà. Qui suit. Qu'est-ce que je voulais dire là 50% grosso pour nourrir l'antenne de France 2, films qui peuvent éventuellement être diffusés sur France 3 et vice-versa, et 50 autres pourcents à la louche sur des films différents qui ne sont pas consacrés forcément, qui n'ont pas pour vocation nourrir l'antenne, des films plus un petit peu plus pointus pour un public plus cinéphile. Voilà, ça c'est les grandes lignes de France 2 Cinéma. Si vous voulez, si vous avez des questions sur ce bloc-là, alors sur les films eux-mêmes, c'est-à-dire quels sont nos choix, toujours sur la base du scénario, bien sûr, avec un casting, un producteur, un distributeur, enfin, voilà. Mais là, nous, ce qui nous intéresse au premier chef, c'est évidemment la cohérence de l'ensemble, mais aussi, bien sûr, au premier chef, le scénario, parce qu'on est là le cinéma est là pour raconter des histoires à des spectateurs. Voilà. Donc, si on prend en référence, et pas seulement, on reviendra sur le reste après, parce que Cannes n'est pas non plus une fin en soi, on a des films très bien qui ne sont pas sélectionnés à Cannes. En tout cas, la sélection cannoise reflète une certaine diversité dans ce qu'on peut faire, que les films soient en compétition ou pas. Donc des films à gros budget et qu'on espère grand public, avec France 3 d'ailleurs, par exemple, le film d'ouverture, film de Maïwenn, Jeanne Dubarry, qui est une réalisatrice
qu'on suit, nous, à France 2, depuis un certain nombre de films. On cherche aussi des projets un peu singuliers, ambitieux, novateurs. Donc, à titre d'exemple, j'ai envie de vous citer Le règne animal, qui a fait l'ouverture d'un certain regard mercredi dernier. Avec un grand succès. On attend de voir si en salle, ça sera un grand succès, En tout cas, Pascal. là, oui. Oui, on va dire un très bel accueil cannois. Un succès, on n'en sait rien, mais c'est important que nous, on soit... on est très content d'accompagner ce type de proposition singulière, novatrice, ambitieuse, en les accompagnant, je veux dire, très lourdement financièrement pour nous, puisqu'on est allé, France 2 d'ailleurs, seul, mais peu importe, sur 2 diffusions. Donc ça veut dire qu'on donne les moyens au film d'exister. Donc on est impatient effectivement de voir comment va réagir le public à une proposition peu vue dans le paysage du cinéma français. Hier, par exemple, un film d'une réalisatrice qu'on suit depuis plusieurs films, là aussi, dans une autre catégorie, très auteur quand même cinéphile, qui n'est pas consacré qui a priori n'est pas consacré, mais pas sous le contrôle de Manuel, à la première partie de soirée de France 2, qui est Anatomie d'une chute de Justine Triet, voilà, qui est un film d'auteur long, cérébral, réussi bien sûr, mais voilà. Ça donne envie de voir, long, cérébral. Bah oui, long, ça. Tu l'as vu? Non. Bah va le voir, puis on en reparle. Non, il est très bien. Mais c'est un il est film très cérébral, bien. long, Je suis tout à fait d'accord, je veux dire, qui est pour un public qui est pointu quand même. Il est pour un moins long que public. le Scorsese, donc vraiment. Oui, mais le Scorsese, je pense pas qu'il sorte au cinéma, non? Si, il sort. Il sort. J'ai pas compris en fait. Il sort, mais il va pas être à la télé après. Il va être, Oui, c'est ça. il va aller directement Chez sur Oui, il Apple. va directement à Canal Apple. Vous avez Apple pas vu Canal. la séance? Il y avait Tim Cook qui souriait pas du tout, qui voyait l'argent qu'il avait dépensé. Bon. Oui, il était content. Voilà, on est content toujours dans cette sélection d'accompagner de jeunes auteurs comme Jean-Bernard Marlin qui présentera son film jeudi prochain qui s'appelle Salem. Je ne sais pas si vous aviez vu son premier film, il avait été assez remarqué avec Sherazade. Voilà, je fais un petit recul d'un jour avec le Tran Anh Young, là aussi un réalisateur confirmé bien sûr, que nous avons déjà accompagné donc il sera donc présenté mercredi prochain, et puis des auteurs qu'on ne lâche pas, comme Ken Loach, pour finir la sélection, parce qu'on aime bien aussi accompagner certains de nos auteurs dans la durée. Voilà, le prochain film de Ken Loach qui sera présenté Celui qui est à Cannes. Oui. Parce qu'il y en a d'autres. Non, mais je dis le Ken Loach à Cannes. Le Ken Loach qui est à Cannes vendredi. Non, c'est pour que ceux qui ont envie Voilà, de le voir, donc aillent le vendredi, Voilà. dernier film, non c'est pas le dernier parce que Cécile, je crois, en a un après qui sera présenté aussi vendredi. Mentionne peut-être le Vas-y. volume de films que tu as. C'est ce que alors oui, on en a une dizaine, nous, France 2 Cinéma. Et je vais pas vous citer, tous les citer, hein, c'est pas un catalogue. Là, j'ai voulu vous citer ces films à titre d'exemple pour que vous compreniez le spectre assez large. Voilà, mais on est évidemment, et c'est pas à Cannes, friand de comédie, de bonne comédie. On en manque. Pas un appel à projet que je vous fais, mais mais pourquoi pas. Voilà, c'est une typologie de films, donc de scripts qu'on ne voit, à mon goût, pas assez. La bonne comédie, bien écrite, ambitieuse. Oui, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Regardez, dans le paysage français, assez peu. Voilà, Bon, de toute façon, chaque année, ils disent on veut des bonnes comédies. Oui, donc c'est un truc récurrent. C'est récurrent. Mais on veut nous, mais le public aussi. Le public aussi, hein, c'est pas nous, c'est la grillé, et voilà. Antoinette dans les Cévennes qui réunit quand même plus de 5 millions de téléspectateurs, ça veut dire qu'il y a un vrai... Il y a une envie de comédie, de divertissement, Antoinette, de c'est le qualité. bon Hein. exemple, parce que c'est une comédie très intelligente.
Voilà, d'ailleurs, les meilleurs scores 2022 de la filiale, ça n'a pas du tout été des comédies. Hein. À titre d'exemple, que ce soit Novembre ou Simone Veil, ce ne sont Ah non, on rit pas beaucoup. non, c'est pas fait pour ça. Mais bon, voilà, et en même temps, les gens ont besoin de films de C'est qualité des qui bons ne sont films. pas forcément des comédies, bien sûr. Voilà un petit peu ce qu'on fait. Si vous avez des questions, ou Cécile, est-ce que tu veux t'exprimer avant que les questions soient plus globales? Je ne sais pas. Oui, Cécile. Alors, sur la ligne de France 3, pour vous donner quelques chiffres, on accompagne à peu près un peu moins d'une trentaine de films par an. Un peu de films d'animation aussi. On accompagne 50% des films d'animation français aujourd'hui qui se font. On fait des films à destination évidemment d'une antenne qui est France 3 avec toutes ses caractéristiques et des films qui ont vocation effectivement à faire émerger des nouveaux talents qui sont des propositions peut-être à destination d'un public un peu plus cinéphile et qu'on veut accompagner, on mise sur eux en se disant que ça va être à un moment des propositions d'auteurs grand public. Donc c'est ces deux aspects de schizophrénie propre au service public qu'on revendique volontiers puisque ça nous permet effectivement d'avoir une ligne très large, très diverse, c'est ça qu'on aime, cet éclectisme, c'est ça qu'on recherche, avec aussi la volonté de trouver des projets de films de genre. Hier, on a projeté le film coproduit par Bonne Pioche et Pathé, le deuxième film de Juste Philippot qui avait fait La Nuée, qui était présent à la critique. Et donc son film Acide, qui est un survival movie apocalyptique, qu'on a montré hier au Grand Théâtre Lumière, est une volonté de notre part aussi d'aller toucher une autre typologie de public, le public, on va dire, mature, très mature de France Télévisions. On se dit qu'avec des propositions comme celle-ci, on peut aussi aller créer une nouvelle génération de cinéphiles, un public plus jeune. Donc le film de genre, c'est quelque chose qu'on regarde effectivement avec grand intérêt, que ça soit dans une tonalité aussi peut-être plus auteur. Je pense au film de Jérémy Clapin, que vous connaissez puisque c'est lui qui avait fait ce super film d'animation J'ai perdu mon corps et qui est passé au live avec un film qui s'appelle Pendant sur Terre, qu'on retrouvera dans un prochain festival certainement, où on est aussi sur cette envie déjà de mélanger les styles, puisqu'il y a quelques éléments d'animation dans un film de live, et c'est des touches de genre dont on voit bien qu'elles peuvent nous permettre d'aller, de s'adresser à un public un peu différent de celui qu'on touche en médias linéaires classiques. Alors pareil, Cannes, c'est l'occasion de montrer un peu la diversité de nos engagements, donc à travers Acide, à travers le premier film de Delphine Deloger, qui s'appelle Rien à perdre avec Virginie Efira, qui sera montré à un certain regard jeudi matin. Proposition très intéressante, Delphine Deloger, elle avait reçu le prix Albert Londres pour un magnifique documentaire sur les migrants. Donc elle est arrivée avec une proposition de comédie dramatique sociale très puissante, donc je vous conseille d'aller le voir. Ça, c'est aussi dans notre ambition de faire naître des réalisatrices, des nouvelles personnes qui vont compter dans le paysage cinématographique français à venir. On travaille aussi sur des propositions qui ont vocation donc à alimenter les cases de prime time des chaînes de France Télévisions, que ça soit sur France 3 évidemment, puisque pour vous donner des exemples de ce qui est des évidences de prime, c'est facile à dire une fois que les films sont sortis, qu'ils ont été des succès, etc. Mais a priori, il y a quelques ingrédients qui nous permettent de les préflécher. La meilleure audience de France 3 l'année dernière en cinéma, c'est La Bonne Épouse de Martin Provost, avec un joli casting, puisque c'était Juliette Binoche, Noémie Milowski, Yolande Moreau, dans ces maisons de ménagères des années 60. Donc évidemment une comédie féministe
fine et intelligente. Donc c'est quand même un registre, on y revient, hein, mais c'est vraiment un registre qui marche super bien et en salle, puisqu'en l'occurrence, La Bonne Épouse avait été sortie juste avant la fermeture des salles et avait quand même réussi à engranger plus de 700 000 entrées. Et c'est un essai qui a été transformé en télévision, puisqu'on a dû faire plus de 3 millions de téléspectateurs. Donc voilà, un très joli palmarès. On est aussi sur des propositions, par exemple Rebelle, c'est la meilleure audience cinéma de France 2 l'année dernière. Rebelle, c'est le 2e film d'Alan Mauduit. C'est une proposition super singulière et atypique, c'est un trio de femmes. Donc là, on est avec Cécile de France, Yolande Moreau aussi, décidément, il y a peut-être un lien, et Audrey Lamy, qui est un revenge movie féministe, un peu teinté de comédie noire, qui a très très bien fonctionné, puisqu'on a fait plus de 4 400 000 téléspectateurs en prime time sur France 2. Voilà, donc des propositions qui sont à la fois finement écrites, singulières, bien construites, cohérentes. Donc c'est évidemment ça qu'on a envie de continuer à accompagner. Je peux vous parler aussi un peu des films d'animation. Donc on a été très fiers de voir Linda veut du poulet de Sébastien Vandenbach et Chiara Malta sélectionnés à la CID. Vous l'avez peut-être déjà vu puisqu'il est passé samedi. Comédie pop, film joyeuse sur un sujet de résilience suite au deuil dans une famille. Très frais, super jolie proposition, très chouette. Hier soir, Mars Express était diffusé au cinéma de la plage, le premier film de Jérémy Perrin, un thriller de SF, un croisement entre les univers de Philippe K. Dick et Raymond Chandler. Voilà, une proposition qui s'adresse évidemment pas à un public enfant, mais à un public jeunes adultes, grands adultes. Donc Jérémy, c'est un auteur que France Télévisions avait accompagné autour de la série Last Man, qu'on a voulu effectivement continuer à accompagner dans cette proposition hyper singulière. Et donc en animation, évidemment, on essaie de trouver des projets qui ont vocation à être diffusés sur notre chaîne France 4, dans son univers qui s'appelle Oku. On diffuse donc dans les après-midi, soit le dimanche. Oku, c'est ceux qui ne sont pas sur la TNT. C'est ceux qui étaient destinés à remplacer France 4. Et comme France 4 est toujours là, mais Oku est là. Ouais. Donc des propositions qui sont plutôt à viser d'un public enfant, les classes de primaire, on va dire. Et qu'est-ce qu'on a pu accompagner dans cette typologie-là que vous connaissez? Les As de la Jungle, puisque c'était aussi une franchise de série développée par France Télévisions, qui avait été un super succès sur France 4, et que donc on a accompagné sur le développement du long métrage. Il y aura donc une suite, Les As de la Jungle numéro 2, qui va sortir cet été. On accompagne aussi Claude Barras, qui avait fait le magnifique Ma vie de courgette, et qui va revenir avec un deuxième film qui s'appelle Sauvage, avec le même dispositif de stop motion, avec des espèces de marionnettes. Voilà. On accompagne aussi un premier film qui est l'adaptation du livre d'Amélie Nothomb, La métaphysique des tubes. Voilà aussi une proposition à la fois artistique et dont on ambitionne qu'elle touche aussi le grand public. Voilà. Donc, vous voyez, on a une palette super large de propositions qui vont permettre à nos amis collaborateurs de la programmation de France Télévisions de s'emparer, parce qu'on essaie toujours de trouver des propositions où on a déjà une ambition de savoir où est-ce qu'on va les mettre ensuite sur tout le bouquet des antennes de France Télévisions, que ce soit France 2, France 3, France 4 ou Culture Box, qui effectivement accueille par exemple cette année dans la programmation spéciale Cannes
des films comme Joseph, qui est aussi un film d'animation, qui avait eu le César du meilleur film d'animation. Il y a aussi le film de Céline Sciamma, Petite Maman, qui sera diffusé. Fin de semaine avec la Fin de semaine. soirée, c'est une cinéma. Oui, On fait une soirée avec 2 films. Donc, Je voulais juste dire sur Culture Box, ils ont 4 ou 5 films, c'est ça, c'est 4 ou Oui. 5 Là, en ce moment, 4. inédits qui vont passer sur Culture Box. Oui. Évidemment, les barèmes SACD, c'est normal, ne valorisent pas N'était du pas tout Culture Box puisque c'était pas prévu pour les films de cinéma. On va discuter avec France Télévisions et on reverra les barèmes pour que les films, ces films-là ne soient pas pénalisés parce que les auteurs ne sont pour rien dans le choix de culture. Moi, je voudrais d'ailleurs dire que sur la télé, j'en profite pour vous le dire, on a modifié aussi les barèmes des plateformes parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des films diffusés, par exemple, Le Monde de demain a été diffusé sur Arte et ensuite, très rapidement, un mois après, il est passé sur Netflix. Alors je sais qu'il y a des gens qui partout disent quand on va sur Netflix on touche rien, bah, c'est exactement le contraire. S'ils étaient d'abord passés sur Netflix et ensuite passés sur Arte, ils auraient été beaucoup mieux rémunérés. Parce qu'on rémunère mieux l'inédit et l'inédit sur Netflix, et si vous faites le début naturellement, est quand même très bien rémunéré. Donc on a réajusté les barèmes de manière à ce que Catel qui les verrait et d'autres ne soient pas pénalisés. Donc le travail sur les barèmes s'ajuste tout le temps en fonction aussi des évolutions des chaînes et de ce qui se passe dans la programmation. Notre objectif étant que les auteurs ne soient pas pénalisés en fait par des décisions de production ou de programmation. Un petit mot complémentaire de notre côté, en fait, on a obtenu de la tutelle, en fait, de l'ARCOM et du ministère de la Culture, à compter de cette année, la possibilité de diffuser de façon occasionnelle du cinéma inédit sur Culture Box, le cinéma inédit français. C'était pas le cas avant l'année dernière, et donc on a utilisé cette faculté. La promesse de Culture Box, c'est le spectacle vivant, donc le cinéma n'est pas dedans. Il y a un an, on a obtenu la possibilité de diffuser des films, mais c'était des films de catalogue qu'on achetait pour des soirées thématiques. Et là, 2023, on ouvre de façon très ponctuelle à du long métrage français inédit, et principalement en fait là, au moment de Cannes, parce que ça nous permet, plutôt que de diffuser les films à des horaires nocturnes, d'avoir davantage de cinéma à horaire de grande écoute gratuit pour les gens. Donc, tu l'as dit, ça concerne peu de films, mais pour ce qui nous concerne, dans le meilleur écrin possible, à savoir la programmation cannoise. Voilà. Alors, il y a peut-être des questions que vous voulez poser, profitez-en parce qu'ils vont vite partir. Bon, allez-y. Bonjour. Si vous voulez parler un peu d'animation, moi je suis Duchesne, je suis acteur et scénariste dans l'animation. En particulier en ce moment, il y a mon premier film Lendaris qui est en production et qui sortira à la fin de l'année. Donc, petit incartade sur l'animation, j'imagine qu'on peut-être vous ferez des interventions aussi à Annecy cette année cinéma. Et donc, vous avez été super précise, voilà, déjà sur votre ligne éditoriale et vos choix. C'est juste en termes de volume ou éventuellement en volonté d'augmenter le volume des films d'animation, de leur diversité par rapport à votre budget. Est-ce que ça va rester tel que c'était les années précédentes ou est-ce qu'il y a une volonté peut-être d'accorder un peu plus d'argent aux longs métrages d'animation? C'est vrai qu'aujourd'hui on accompagne, ce que je disais, c'est avec en moyenne 3 films par an, c'est vrai qu'on accompagne 50% des films d'animation français. Et je sais qu'on n'est pas nombreux sur le marché, en l'occurrence, puisque Arte en fait 1 par an. Voilà, donc on a beaucoup de sollicitations, mais c'est vrai que sur 50% c'est déjà beaucoup. Oui, bien sûr. Et puis c'est vrai qu'on essaye toujours de trouver encore une fois, des objets dont on sait précisément qu'ils seront bien accompagnés à l'antenne et qu'ils trouveront leur place, ou des propositions qui ont aussi cette vocation à parcourir les festivals. La fameuse Invasion des ours en Sicile qui était présent ici à un certain regard. C'est pas une évidence par rapport au public cible des enfants. Enfin, nous, on pense qu'en l'occurrence, permettre justement aux gamins qui n'ont pas lu le bouquin de Buzzati de pénétrer dans cet univers à travers
ce chef-d'œuvre, parce que franchement, je pense qu'on peut le qualifier de chef-d'œuvre, ce film. C'était évidemment notre ambition de créer cette passerelle. Donc c'est vrai que 50% déjà du volume de... Oui, c'est le marché. C'est vrai que pour les producteurs qui apportent des projets, alors moi je suis pas producteur, je suis plus autoritaire, mais ça paraît peu. On se dit s'ils prennent que 3 films, pour nous avoir la chance d'être dans les 3, la porte est étroite. J'ajoute un point, on va avoir une discussion France Télévisions avec France Anime sur l'engagement de France Télévisions dans l'animation en général, télé-cinéma, parce que ce que fait Cécile s'intègre dans cet accord. Et là, comme tous nos accords interprofessionnels avec les organisations de la création audiovisuelle et cinéma ont expiré l'année dernière, on a dû juste en étendre l'application à l'année 23, en attendant de connaître notre cahier des charges, puisque le contrat d'objectifs et de moyens et le budget associé pour 2024-2027. Donc on est un petit peu dans cette phase d'attente. On sait que ça va être un sujet. Juste pour envoyer une petite pique au passage. Vas-y, j'adore. On a déjà signalé aux organisations du cinéma que le long métrage d'animation n'avait pas, dans nos pratiques, les usages que le jeune public attend. C'est-à-dire, vous proposez un long métrage d'animation à la télé gratuite, c'est diffuser donc le film 2 ans après tout le monde, avec juste 7 jours de replay. C'est ça qu'on fait aujourd'hui. Si on faisait une animation audiovisuelle, on la diffuse tout de suite, et on a entre 2 et 3 ans de replay. Donc l'écart pour la cible qui est la plus sensible à cette bascule vers le non-linéaire, les enfants, ça fait longtemps qu'ils sont... l'écart entre l'usage qu'ils attendent et l'usage que l'on propose, sur l'animation, c'est l'endroit où on le voit le plus. Et ça ne nous a pas découragé de continuer, il n'y a pas eu de baisse des investissements, ni en volume ni en valeur, mais je sais que ça sera un sujet qu'on va cranter. C'est un peu plus complexe. Non, mais on va le cranter. En plus, ça se règle facilement. On pourrait avoir une exception pour le long métrage d'animation. Ouais. On pourrait avoir le droit d'acheter des droits différents pour être sûr que le jeune public le voit. Mais les programmateurs de haut coût, quand on leur dit tiens, il y a un long métrage que vous pourriez mettre dans votre grille, ils sont contents, mais bon, par rapport à une animation audiovisuelle, ils disent ça fait quand même bizarre. C'est une œuvre qui ne va pas rester très très longtemps chez nous. Voilà. Donc, petit sujet au passage. Ouais. Allez-y. Oui, bonjour, j'ai une question. Je suis Jean-Luc Gaillard, auteur-réalisateur. Je veux savoir comment un dossier arrive avec un producteur, un distributeur, et enfin, il y a un scénario évidemment. Quel est le circuit dans vos chaînes? Est-ce qu'il y a un comité de lecture? Comment ça se passe? Comment la décision est prise d'accompagner un film ou de ne pas l'accompagner? Il y a un dictateur et 2 dictatrices. Allez-y. Alors déjà les éléments qu'il nous faut pour étudier le projet, c'est évidemment un scénario complètement finalisé, évidemment le réalisateur, la réalisatrice attachée, un casting, alors casting principal, pas forcément secondaire, un distributeur qui a confirmé son intérêt d'accompagner la sortie en salle, avec des éléments tangibles, des vraies preuves d'amour en l'occurrence. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, il y a déjà un devis et un plan de financement. Voilà, donc ça, c'est le package dont on a vraiment besoin pour étudier à la fois, évidemment, le sujet, la qualité d'écriture, la façon dont il est traité, etc. Mais l'ensemble du package et sa cohérence à la fois artistique et économique. Voilà. Et ensuite, on lit. Moi, j'ai une personne qui lit tous les projets qui arrivent. On fait appel aussi à des lecteurs extérieurs pour avoir un regard un peu différent de nous. Et nous, on est 3 à lire à peu près dans l'équipe, plus lecteurs extérieurs. Ça fonctionne comme ça.
Et après, on continue. Et après, Oui, après, on... Après, on met la poubelle. Non, mais Après, tu continues. Après, c'est les critères qui vont s'appliquer en fonction de est-ce que c'est un projet qui répond effectivement à un objectif qu'on pourrait diffuser en prime time sur une antenne, ou est-ce qu'au contraire c'est l'émergence d'un nouveau talent, et on reprend en fait un peu la grille de lecture et d'analyse qu'on vous a explicité en début de rendez-vous. Et ensuite, on a au moins 2 sessions, une ensemble, avec les gens de l'antenne, pour sentir leur envie ou pas des projets. Sachant, encore une fois, qu'il y a, comme l'a rappelé Valérie et a rappelé Cécile, beaucoup de films sur lesquels l'objectif d'une diffusion de grande écoute n'est pas l'objectif que l'on suit en accompagnant le film. Sinon, on serait beaucoup plus sélectif. Et enfin, on termine par un comité mensuel avec la présidente. La présidente, c'est Delphine. Delphine Ernotte, la présidente du groupe, et d'autres représentants de France Télévisions, où les projets sont soumis et on en sort avec des décisions qui permettent après d'aller négocier avec les producteurs concernés. Voilà, donc c'est un process assez long. J'ai une question. Votre comité final, il est France 2, France 3, il est commun. C'est un comité commun depuis 3 ans, je crois, à peu près. 2018. 5 ans. Donc, il y a un comité commun. L'analyse. Une coordination, vous devancez la holding, quoi. La future holding. Vous aurez Radio France bientôt dans votre truc. Oui, mais c'est pas le. C'est pas le propos. Oui, c'est pas le propos. Mais je rigole, on peut même plus rire. On a déjà. Non, mais. Non, mais le comité commun, toutes les unités de programme, fiction, documentaire, cinéma, etc., au sein de France Télévisions sont transverses. Mais elles travaillent toutes après pour des antennes différentes, chaîne et la plateforme France.tv. Donc, voilà, c'est la même démarche sur le cinéma. Et alors, j'ai une question à vous poser. Est-ce que là, vous avez, c'est pas vous qui avez arrêté, là, Salto a été arrêté. Est-ce que ça change quoi que ce soit dans vos fonctionnements, la plateforme France TV? Non. Alors, sur le cinéma, ça ne change rien parce que Salto avait une offre cinéma très très marginale, de quelques dizaines de films de catalogue. Il n'y avait pas de volonté de Salto d'aller dans le cinéma, en tout cas pas au début. Ils étaient centrés vraiment sur les programmes de télé en avant-première ou avec davantage de profondeur, donc aucun impact sur le cinéma. Non, l'élément vraiment nouveau, je pense, pour tout le monde, d'ailleurs pas que pour nous, c'est depuis 1 an, enfin 1 an et demi maintenant, les plateformes. C'est comment on travaille avec Netflix, Disney, Amazon, en plus des autres partenaires comme Canal, et en attendant qu'OCS ne disparaisse. Voilà, c'est des plateformes, ce sont des nouveaux opérateurs qui ont un centre de décision qui n'est pas exactement franco-français, qui peuvent avoir des lignes éditoriales qui évoluent. Nous, on était très pragmatiques. Je pense qu'on a plus de 15 films avec des plateformes partenaires. En cinéma. En cinéma, je parle que de cinéma. En série aussi, mais c'est pas forcément le sujet aujourd'hui. Mais en cinéma, Jeanne du Barry, c'est un film Netflix France 2, France 3. Flo, qui était au cinéma de la plage sous la pluie, là, vendredi. C'est aussi Netflix, France Télévisions. Salem. On a des films où c'est Disney Plus a remplacé la seconde fenêtre qui, dans le passé, était avec Ciné Plus. On a quelques films avec Amazon aussi. Voilà. Mais c'est nouveau pour nous parce que, très franchement, je ne sais pas si les films n'arriveront pas encore davantage rincés par ces exploitations ou pas. Nous, on pense que on verra, de toute façon, on n'a pas vraiment le choix. Ça dépend de ton partenaire. Ils seront plus rincés sur Netflix que sur Amazon. Oui, non, mais même, et puis je pense qu'il y a je pense qu'il y a de la marge, et 2, l'arrivée des plateformes a permis de mettre plus d'argent et de redynamiser quand même un petit peu le financement du cinéma français, donc c'était plutôt pas mal. Vas-y. Oui, j'ai une question pour les films d'auteurs européens. Vous avez parlé un petit peu, mais en langue étrangère. Est-ce qu'il y a une fenêtre chez vous? Quels sont vos critères de sélection? On a parlé de Note, etc., mais pour les auteurs moins connus. Alors, c'est vrai que prenez ou que des auteurs très confirmés. C'est vrai qu'on est sur des grosses signatures. Ouais. Les En autres, copro. Ouais. Alors, après, en acquisition, oui, une fois que le film est terminé. une fois que le film est terminé, oui, en coproduction, c'est pas
c'est pas la priorité. En acquisition, une fois que le film est terminé, on est très sélectif, mais on a ouvert depuis un peu moins de 2 ans, on s'est ouvert à de l'acquisition de films étrangers indépendants européens. On attend la sortie en salle et l'accueil critique ou public. Je vous donne 2 exemples. En sortant de Cannes l'année dernière, on a acheté Asbestas et Close. Et rien d'autre. Parce que 2 films remarqués à Cannes, qui en plus après ont eu une bonne carrière. C'est pas des évidences du tout de prime time France 2, France 3, je ne sais pas comment on va les diffuser, mais on se dit il faut qu'on rajoute au menu France Télévisions ce genre de proposition. Mais Drunk était procédé de la même façon, hein. Ça peut vous paraître bizarre que Drunk on se soit posé la question de l'acheter, mais Aurécourt, le distributeur, nous a dit c'est la première fois que France Télévisions nous achète un film. Un film étranger. Ouais. Étranger. Donc. Étranger. Étranger. Là, tu as commencé à me troubler. Non, étranger, pardon. Ah, non, mais bon. j'étais sur le sujet des films étrangers. En film français ou en fiction, pas de problème, mais film étranger. Voilà. Mais c'est quand même beaucoup plus tardif dans le process. Par contre, en termes de coproduction internationale, en termes de nombre d'actifs, J'ai pas entendu le début de la question, pardon. Levez-vous et portez la voix. Oui, la question c'était sur les coproductions internationales, donc ce qui ne sont pas des acquisitions, vous êtes à quel nombre d'objectifs? Alors, en fait, les coproductions internationales sur lesquelles on travaille, ce sont que des séries. C'est de la série télé. Et donc en série, donc c'est de la fiction télé, on travaille sur 4 à peu près. Voilà, on a une 12aine de développements, puisqu'en série on co-développe avec les auteurs et les producteurs. Une 12aine de développements, 4 séries à peu près, 4-5 en production par an. Et en plus, on a à peu près le même volume de séries qui sont d'initiatives étrangères, enfin européennes. On a une alliance avec la ZDF et la RAI, donc grosso modo, c'est dans un schéma idéal, si on arrive à les cofinancer. Parce que le vrai sujet, c'est pas tellement notre budget, c'est je suis toujours sur la série, hein, ne nous envoyez pas de film. Sur de la série, notre vrai sujet de la copro inter, c'est réussir à avoir plusieurs partenaires en même temps la même année. Et donc on a eu beaucoup de projets qu'on n'a pas réussi à financer, donc c'est pour ça que je reste modeste. Et si on arrive à en faire 3 ou 4, c'est-à-dire convaincre d'autres diffuseurs étrangers de venir à bord de nos projets, on est content. Mais c'est qui est responsable sur les coproductions? Alors j'ai un adjoint qui s'appelle Morad Koufal, qui est directeur délégué à la fiction internationale et qui, d'un point de vue artistique, pilote cette partie-là, sélection des projets et après il suit le développement et la prod. Il y a encore... allez-y. Bonjour. J'ai une question sur le pourcentage d'engagement de production sur les films. Si les montants diffèrent et si vous équilibrez les actrices et les acteurs dans vos choix. Il n'y a pas de pourcentage sur les premiers. Je comprends. Enfin, c'est pas fixé. Une obligation, vous voulez dire de. Il n'y a pas d'obligation. Une indication. Non, mais une indication. Mais c'est très variable. On peut en faire 12 une année, 7 l'année d'après, 15. On est globalement un tiers de premier. Et je mets le second film dans le même panier parce qu'il est souvent plus difficile à financer que le premier. Non, on s'oblige à rien. Il faut que ces projets nous plaisent. On a une vraie conviction, mais grosso modo, c'est toujours un tiers. Mais ça peut être un peu plus certaines années, un petit peu moins ceux d'après. Mais voilà, c'est avec bonheur qu'on les accompagne. Parce que si les montants, vous ne dites pas ça. Les montants, c'est toujours en fonction du devis, donc je ne peux pas vous répondre de façon. Il n'y a pas de pénalisation. Il n'y a pas de pénalisation. Il n'y a pas de pénalisation parce que c'est un premier film. C'est pas parce que. Flo, là, de Géraldine Danon, qui est un premier film. Si je ne dis pas de bêtises. C'est un gros film. Oui, ou même dans une moindre. C'est un second, mais quand même pas facile. Le règne animal, c'est des films très ambitieux qui sont, je sais pas, 14 millions d'euros à peu près. J'ai pas le chiffre en tête exact, mais c'est ça. Donc, il n'y a pas de règle absolue. Et en tout cas, c'est le devis qui nous. C'est en fonction du devis qu'on donne un montant. Et ma dernière question, c'était sur l'équilibrage réalisatrice.
Alors là, On est par à contre, 35%. on est à 33, grosso modo, un tiers, 33%. Non, mais il y a un engagement Là, il y a un de engagement. Findernote de monter, ça c'est clair, et elle, Oui, mais elle là, le fera tenir. Après, aujourd'hui- le cinéma, c'est dépendant de l'offre aussi. Oui, comme aujourd'hui on ne reçoit pas 50%, loin de là, loin de là, 50% de films portés par des réalisatrices, ça paraît compliqué aujourd'hui qu'on arrive Ah non, non. à ce chiffre-là pour l'instant. Question derrière vous. Il y a une question derrière derrière vous. vous. Parce qu'en 2021, je me rappelle, j'étais ici, vous avez pas mal parlé du documentaire, il y avait vous vous rappelez, toute cette sélection autour de l'écologie. Vous en êtes où aujourd'hui? On en est pareil, mais pas forcément sur l'écologie. Est-ce que c'est Non. comme l'animation? Non, mais là aussi, enfin, d'abord, alors, par exemple, hier soir, on a présenté un long métrage. On est entre deux. C'est un film un peu hybride et c'est en ça d'ailleurs qu'il est intéressant et surprenant. En séance spéciale, documentaire long métrage de Mona Achache qui s'appelle Little Girl Blue. On est sur une thématique assez féministe, mais pas que. Hein, c'est un film très personnel sur sa famille. Enfin, on va dire les femmes dans sa famille. C'est en fonction de ce qu'on reçoit. Il y a des années, on peut en faire 3. Là, France 3 vient d'avoir sous le contrôle de Cécile. Enfin, c'est quoi? C'est le lion, non? C'est l'ours, pardon. L'ours d'or. La Berlinale, Ah c'est merde, l'ours. voilà. Avec lion, le c'est film le- de Philibert à l'amant, on est preneur quand on en a et il y a des thèmes effectivement qui sont récurrents certaines années, mais même dans les films d'ailleurs, par moments. Là, il n'y a pas de thème pour l'instant en ce qui me concerne en 2023, je n'ai pas de thème qui se dégage naturellement. Je ne sais pas si je vais trouver une ligne possible, pas sûr, parce que c'est quand même en fonction de ce qu'on reçoit. Voilà. Mais on était dans des trucs un peu, dans des documentaires assez féministes, portés par des femmes. Je vous parlais de Mona Achache, on fait celui de Christine Angot. Premier film. Eh ben oui. Voilà. Bon. Bon courage. Il y a quand même un petit point qui se dégage, c'est que Il est fait. Hein. Non, mais je sais, je suis au courant, elle m'a appelé. Parce qu'il y a des petits problèmes. il y a un petit point qui se dégage, c'est quand même qu'on regarde la complémentarité sur les thèmes, après sur la narration, les aspects artistiques, c'est très différent. Avec les documentaires que France Télévisions, documentaires télé que France Télévisions commande. Et par exemple, il y a des documentaires longs métrages qui ont été présentés, qui reviennent régulièrement sur des sujets historiques, assez patrimoniaux. Ça peut avoir un intérêt pour la salle. France Télévisions est largement diffuseur de documentaires sur l'histoire du pays. Donc cela, je sais que quand on arrive en comité avec des projets comme ça, on a des gens des antennes qui disent vous savez la Deuxième Guerre mondiale, les rois, les reines, etc. C'est bon, on en a plein. Même si artistiquement l'œuvre va être très différente de ce que serait un 52 minutes télé, on se heurte quand même parce qu'à la fin de la journée, la diffusion sera dans le même espace, hein, sur France 2 ou sur France 3 ou sur France 5. Voilà, donc ça définit pas une ligne, mais ça définit une famille d'obstacles. Faut vraiment que ça amène quelque chose de différent à ce que France Télévisions couvre déjà à travers sa politique documentaire qui est dirigée par Antonio Grigolini maintenant. Ah oui. Bon, encore, vous avez une question? Oui, j'avais juste une question parce que vous cherchez les comédies intelligentes, vous m'avez dit. Est-ce que vous intervenez aussi dans le développement en fait? C'est vraiment, Sur le cinéma, non. je pense qu'on n'a pas le droit même. Donc par la réglementation, je pense que Non, mais il y ça a ferait plein de trucs stresser qu'ils tous ont les pas le droit de producteurs. faire. Très contraint. Vous savez, pendant longtemps, ils ne pouvaient même pas passer les Ouais. films qu'ils achetaient sur leur plateforme. Donc, Voilà. Non, c'est non. très compliqué. Dans 40 ans, oui, ils pourront faire des choses normales. Ouais. ça va bien avec le package. On aurait bien aimé. Non, le développement, oui, ça serait super intéressant. On le fait sur la télévision, C'est- En TV, sur la série, les documentaires, Pas au enfin sur cinéma. tous les Ça autres nous aide genres. énormément, c'est pour ça. On est en contrat de développement avec des auteurs. Bonjour. Je voulais savoir comment se passaient les acquisitions des films inédits pour Culture Box et la plateforme. Est-ce que c'est une tierce personne qui s'en occupe Alors pour tous les films déjà faits,
de catalogue ou inédit. Oui, il y a une personne qui s'appelle Élodie Drouard qui travaille à mes côtés, qui est responsable éditorial cinéma au sein de France Télé depuis qui est à mes côtés depuis 2 ans. Et qui... Elle fait toutes les acquisitions. D'un point de vue artistique. Et français, étranger. Oui. Le catalogue, et aussi le catalogue. Et après, j'ai une directrice des achats de Nego, quand on a décidé de prendre le film a été sélectionné, qui s'appelle Déborah Cohen. Voilà, ça peut être les 2 noms que vous voyez, elles sont ici tout au long du festival. Donc, il y en avait 2 pour le prix. Voilà. Une qui va vous dire je prends, et l'autre qui va vous écrabouiller le tarif. Oui, exactement. C'est ça. J'avais une deuxième question. Au niveau des préachats, est-ce que ça peut vous arriver d'intervenir en première fenêtre si par exemple on n'a pas le canal Ciné+. On n'a pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Ah non. Ouais. Non, mais ils ont signé un truc où ils n'ont pas le droit. Ils signent toujours des trucs où ils n'ont pas le droit de faire plein de choses. C'est ça le problème. Et là, vous renégociez pour le Non. Non, on était solidaires des chaînes privées Ils leur ont bien rendu cette solidarité. dans un groupe de travail commun pour faire avancer cette réglementation-là sur la chronologie. Donc là, depuis 15 jours, on est un peu moins solidaires. Donc, on a des idées de chronologie qui nous permettraient de pouvoir avancer notre exploitation tout en protégeant la salle de cinéma. Il ne faut pas embêter la salle, il faut que les films existent, sinon c'est un autre débat. Mais nous, on pense qu'effectivement, laisser les chaînes gratuites 2 ans après la sortie en salle, enfin 22 mois, avec de moins en moins d'exclusivité, puisque je ne sais pas si vous avez déjà essayé de comprendre la chronologie actuelle. Il va vous l'expliquer, il connaît tout par cœur. Oui, mais il en est un des responsables. Non, mais donc elle est quand même incompréhensible pour une grande partie des professionnels, puisque à peine après sa signature, on s'est retrouvé devant le juge sur des sujets d'interprétation du texte, donc c'est quand même, ça commençait très bien. Donc personne ne la comprend parmi les professionnels, le grand public, je pense qu'on l'a perdu depuis longtemps, mais le point central, c'est rester 2 ans après. Par exemple, quand on fait un documentaire, il n'y a personne avant. On a une exception qui permet de diffuser le documentaire un an après la sortie salle, s'il n'y a pas eu d'exploitation prévendue de nature payante. Mais on n'a pas ça pour le tout venant, c'est-à-dire tout le cinéma de fiction. Bon, c'est pas très normal. C'est même déconnecté de notre investissement. Nous, on pourrait être intéressés à diffuser plus tôt et à investir davantage sur une œuvre. Ça se passe comme ça sur les fictions télé. Parfois, on met les plateformes derrière nous, parfois on accepte qu'elles soient devant. Enfin, ça se... Manuel, il faut quand même être clair. Moi, j'aurais des choses à dire un de ces jours là-dessus. C'est que la chronologie a été faite pour protéger la salle. Elle a été inventée par Jacques Lang à l'époque de l'arrivée de la vidéo pour protéger la salle. Et maintenant, la chronologie est faite pour protéger Canal+. Donc il y a un changement assez profond. Et quand vous mettez les plateformes à 15 ou 17 mois, que derrière, il y a aussi des chaînes en clair qui peuvent être repoussées, ça crée des conflits. Et puis surtout, le public a oublié que le film est sorti en salle. Donc toute cette chronologie, en fait, a toute une partie qui est contraire à l'intérêt du cinéma. Et encore plus quand les films ne marchent pas. Parce que plus un film marche, plus le public, quand il le voit à la télé ou sur une plateforme, il pense qu'il est récent. Mais un film qui ne marche pas, les gens ne se souviennent même pas quand il est sorti, puisque personne n'a été le voir. Donc tout ça manque de dérogation, de souplesse. Alors j'ai fait un exercice très intéressant, parce que j'avais un débat hier matin sur ChatGPT, l'intelligence artificielle. Et donc, on a testé de savoir ce que l'intelligence artificielle nous disait sur la chronologie. Et elle nous a répondu exactement ce que je pensais naturellement. Mais c'est peut-être parce que je m'exprime beaucoup dessus, alors ils reprennent ce que j'ai dit, que c'était beaucoup trop rigide, manque de souplesse, et que, au-delà de la protection des salles, il fallait quand même adapter l'ensemble du système. Mais c'était assez intelligent, ce qui était... Elle a rédigé l'accord aussi Non, ça n'a pas été jusque-là, mais de toute façon, ce qui est formidable avec l'intelligence artificielle, je ne peux pas sortir du débat, c'est que tous les métiers intellectuels vont être menacés d'une manière ou d'une autre, et qu'il faut conseiller à vos enfants de faire de la plomberie. Voilà.
oui. Ce mot de conclusion pour cette Bah, c'est une présentation, elle est déjà conclusion. cédée. Mais oui, évidemment. Bon, Les métiers manuels ne sont pas touchés par ces histoires. sur ce. Voilà. Dernière question. Il n'y a plus de questions. Allez, une dernière. Concernant le documentaire, s'il n'a pas été coproduit par une chaîne, est-ce qu'il a une chance quand même d'être diffusé à la télé? Un film qui n'a pas été coproduit. Qui est sorti en salle. Sorti en salle. Oui, par exemple, qui est sorti Ah non, mais c'est pas pareil. Ah oui. C'est pas le même régime. Oui, on en achète. Donc là, c'est un sujet Un d'acquisition. tous les 10 On ans. en achète, mais pas beaucoup. Toujours quand il y a un contexte en fait éditorial qu'on arrive à identifier. Par exemple, on en achète. Alors les prix sont ce qu'ils sont, mais c'est comme ça qu'on a commencé à mettre du cinéma long métrage sur Culture Box l'année dernière. En fait, c'était surtout en achetant des documentaires qui avaient un propos culturel pour accompagner une soirée sur un artiste, puisque Culture Box étant très, très ancré dans cette thématique-là. Donc oui, ça nous arrive. Mais j'imagine que c'est très mince. Oui, c'est assez mince. Il faut qu'il ait été passé en salle ou pas? Et s'il va passer en salle? Alors pas passer en salle, là vous rajoutez, vous rajoutez un obstacle quand même. Là ça. Non parce que sinon pour le coup, on fait du documentaire pour la télé déjà. Ben oui, ils ont du documentaire mais il n'y a pas de télé. raison qu'on. Voilà. Enfin, je peux vous mettre en liaison avec Antonio. Celui qui vient d'arriver. Oui, qui a depuis Sous 2 les ans maintenant. applaudissements généraux. Oui. Bah, c'est grâce à lui. Grigolini. Grigolini, il vient d'arriver, vous voyez. Il vient d'arriver. Il vient d'où, d'Italie? C'est grâce à lui le travail sur l'offre cinéma, la présentation sur France.tv. C'était le directeur des programmes de la plateforme. Ah oui, d'accord. Tu vois, son métier Oui. d'avant, c'est quelqu'un qui est plateforme, totalement dans comment faire pour que la plus Ça grande se variété de programmes arrive à toucher leur public, peu importe par quel tuyau. Grigo. G-R-I. G-O-L-I-N-I. L-I-N-I. Si vous googlisez vous allez tomber sur lui. directeur des documentaires France Télé, Vous verrez sa photo. nouveau. Vous rajoutez nouveau quand même, hein. Il n'y a même pas besoin de chat GPT, je pense que vous aurez son nom tout de suite. Et il va aller au Sonidoc. Au pavillon chez vous, c'est ça? Voilà. Non, il n'est pas là, il n'est pas à Cannes. Voilà. Non, il fera une présentation de la Son politique état. documentaire de Ils sont France très Télé. nombreux à Cannes. Nous Bon. ne sommes pas nombreux à Cannes. Bon, je rigole. On peut même plus rire. Au Sunnyside, Bon. il sera là je sais, dans un mois à peu près. Là, Alors, mi-juin. Merci beaucoup. Bravo pour cette Merci pour votre présentation. accueil. Et puis,